Salut tout le monde, nouvel épisode dédié à un pharaon et aux principaux éléments de son règne, et cette fois on retourne à l'Ancien Empire et plus précisément à la 6e dynastie avec le règne de Pépi Ier. Pépi Ier est le troisième roi de la 6e dynastie. Son règne s'étend sur plus de 40 ans, aux environs de moins de 1320 à moins de 1275. Il est le fils du roi Téti et de la reine Iput Ier. Pourtant, il ne succède pas directement à son père, un court et mystérieux règne s'intercalant entre ces deux grands pharaons. Ce roi méconnu qui régna à peine 2 ou 3 ans après Téti est Ouserkaré. Il est connu par de rares mentions sur des objets contemporains de son règne, comme des sceaux, mais surtout par les sources postérieures que sont les Annales de Turin et d'Abydos, de liste royale du Nouvel Empire, rédigée plus de 1000 ans après la 6e dynastie. Une source contemporaine, découverte dans les années 30 mais déchiffrée dans les années 90, a toutefois permis d'assurer la présence d'Ouserkaré dans la succession des rois de la 6e dynastie, la pierre de Saqqara Sud. Avant que l'on parvienne à lire cette stèle, Ouserkaré était considéré par beaucoup comme un usurpateur, car le manque de sources et la courte durée du règne ont laissé penser à un règne compliqué et à l'effacement total des traces du souverain. De plus, selon la tradition, Téti aurait été assassiné. C'est ce que nous dit Manéthon, le chroniqueur à l'origine du découpage dynastique de l'histoire égyptienne. Et là, je vous renvoie à ma série de vidéos sur la chronologie égyptienne, car je détaille tout ce qu'il y a à savoir sur ce personnage, son œuvre, son héritage dans l'histoire de l'égyptologie, etc. Bref, Manéthon évoque un assassinat, et de nombreuses tombes contemporaines du règne de Téti portent les marques de lourdes mutilations qui pourraient être dues à des punitions vis-à-vis des personnes impliquées dans ce complot. Malheureusement, les sources à notre disposition empêchent d'être catégoriques sur ce possible régicide. Mais quoi qu'il en soit, la fin du règne de Téti est une période compliquée, et c'est là que prend place Ouserkaré, que l'on a parfois identifié comme l'un des commanditaires de l'assassinat de son prédécesseur. Toutefois, nous savons aujourd'hui qu'il n'en est rien, et qu'Ouserkaré est bel et bien un roi légitime. Malgré le manque de sources et la courte durée du règne, il n'y a eu aucune damnatio memoriae, c'est-à-dire l'effacement volontaire de l'existence de ce roi. Et Ouserkaré doit donc être désormais considéré comme le successeur légitime de Téti, et donc le prédécesseur de Pépi Ier. Pépi arrive sur le trône plutôt jeune, même s'il n'est déjà plus un enfant, et la régence que certains chercheurs ont parfois évoquée avec sa mère, Iput, n'a probablement jamais eu lieu. Les sources semblent même indiquer que la reine est décédée avant Téti, rendant cette régence tout bonnement impossible. L'un des éléments notables du règne de Pépi Ier est l'instauration d'une titulature à 5 noms. Cet ensemble de 5 noms perdura durant toute l'histoire égyptienne, mais à cette époque, la titulature n'est pas encore canonique et elle a connu quelques petites modifications au fil des dynasties suivantes avant de se fixer une bonne fois pour toutes. Le nom d'Horus de Pépi était Meritawi, l'aimé du double pays. Son nom d'or, un titre remplacé par la suite par celui d'Horus d'or, était Biku, littéralement les faucons, un nom plutôt énigmatique. Son titre des deux maîtresses, associées aux déesses Nerbet et Wadjet, protectrices de la Haute et de la Basse-Égypte, était Merichet, celui dont le corps est aimé. Son nom de fils de Ré, enfin, était Pépi, qui ne semble pas avoir de signification particulière, mais qui était le nom de naissance du roi. Les plus attentives et attentifs d'entre vous auront noté que je n'ai cité que 4 titres, alors qu'il est question d'une titulature à 5 noms. La raison est simple, le titre restant, celui de roi de Haute et Basse-Égypte, a connu une modification durant le règne de Pépi, et c'est pourquoi j'ai préféré lui consacrer un passage à part entière. Au début de son règne, Pépi choisit comme nom de couronnement Nefer-Zahor, parfaite est la protection d'Horus, se plaçant ainsi sous la protection du fils d'Osiris, dernier roi mythique à avoir occupé le trône d'Égypte. Mais après une dizaine d'années de règne, alors que le clergé de Ré retrouve de sa superbe, Pépi change de nom pour celui de Mériré, l'aimé de Ré. Difficile de savoir pourquoi ce changement eut lieu. Quoi qu'il en soit, plusieurs des noms de Pépi Ier incluent l'idée d'amour et d'affection, notamment celle que le roi reçoit de la part des dieux. Yanis Gourdon suggère que cela pourrait être dû à la période difficile qui a suivi la mort de Téti. Pépi aurait alors cherché à mettre en avant l'amour de son pays et de ses dieux envers sa propre personne, et ce afin de légitimer sa place sur le trône. Outre cette volonté de mettre en exergue l'adoration de tous envers lui, Pépi Ier lance une vaste politique matrimoniale destinée à renforcer sa position
et à consolider les liens entre le palais et les provinces. On connaît de nombreuses épouses pour Pépi, son premier mariage datant probablement de l'époque où il n'était pas encore roi. C'est ce que semblent indiquer les sépultures d'enfants n'ayant pas survécu à leur père et dont la mère Inénec Inti fut l'une des premières à recevoir un emplacement dans le vaste complexe funéraire de Pépi, une fois celui-ci devenu pharaon. Cette épouse, Inénec Inti, obtint même le titre de vizir, faisant d'elle la première femme de l'histoire égyptienne à occuper cette fonction. Il semble, d'après les sources à notre disposition, que ce titre n'ait été qu'honorifique, mais le simple fait qu'elle l'ait porté reste exceptionnel dans les deux sens du terme. Les épouses de Pépi Ier les plus connues s'appellent toutes deux Orsène Pépi, d'où le fait que l'on parle d'Orsène Pépi I et II. Habile. Orsène Pépi signifie littéralement « elle vit pour Pépi ». Toutes deux sont issues de la haute société d'Abydos, dans le sud du pays, et furent mariées au roi assez tardivement dans le règne. La mieux connue des deux est Orsène Pépi II, car de nombreuses sources évoquent cette reine. Cela est notamment dû au fait qu'elle est la mère de Pépi II, le petit-fils de Pépi Ier, qui accède au trône à la fin de la 6e dynastie. D'ailleurs, Orsène Pépi engendra le petit Pépi II avec son propre neveu Mérénré, que Pépi Ier avait eu avec une autre épouse. Mais bon, on juge pas. Ils sont fous ces Égyptiens. En dehors de ces reines restées célèbres, on connaît formellement 4 autres épouses pour Pépi Ier. 2 ou 3 autres femmes sont mentionnées sur de rares fragments, mais sans que l'on puisse réellement déterminer de qui il s'agit. La première d'entre elles est Méhaa, que Pépi épousa sans doute assez tôt dans son règne et avec laquelle il eut au moins un fils, Netcher-Shethor. Mais tous deux semblent n'avoir occupé qu'une place mineure dans la vie de Pépi et n'ont laissé que peu de traces. Idem avec Nubounet, que Pépi épouse après son premier jubilé, c'est-à-dire après une trentaine d'années de règne, et avec Seboutet, dont on n'a même pas retrouvé la sépulture. Ce n'est pas beaucoup mieux avec Béhénou, dont le mariage avec le roi intervient très tard dans le règne et qui a survécu à Pépi Ier, puisqu'elle est inhumée durant le règne de Pépi II du nom. Bref, ce sont au total au moins 8 femmes que Pépi Ier épousa durant sa vie. Et bien que l'on connaisse mal la plupart d'entre elles, la quasi-totalité de ces mariages répondait à un objectif majeur: lier les plus grandes familles du royaume à la famille royale afin d'en assurer la loyauté, ce qui est une pratique très attestée à travers l'histoire, mais qui à l'époque en Égypte reste un fait notable et plutôt exceptionnel. Mais au-delà même de cette volonté de s'unir à des femmes issues de familles nobles et non de sang royal, Pépi renoue avec une tradition issue de la 4e dynastie, et perdue à son époque, celle d'offrir à ses différentes épouses une place dans sa propre nécropole, et même autour de sa pyramide. Pépi crée ainsi une nécropole des reines, ensemble de pyramides satellites plus grandes que celles de la 4e dynastie, et dont les parois se couvrent pour certaines de textes en hiéroglyphes, à l'image des pyramides de rois. Cette nécropole de reines est la plus grande de tout l'Ancien Empire, et Pépi en fit même bénéficier sa propre mère, Iput Ier, dont il transforma le mastaba en pyramide. Comme le dit Yanis Gourdon, à la fin de la 6e dynastie, les reines ont donc achevé leur changement statutaire pour passer de la sphère privée à la sphère royale et divine. On a retrouvé à ce jour 4 tombes de reines de Pépi Ier, celles d'Inénec Inti, de Nubounet, Méhaa et Orsène Pépi II. La tombe de cette dernière est d'ailleurs la plus grande de toute la nécropole dédiée aux reines. Une autre, appelée Pyramide de l'Ouest, n'a pas encore été attribuée, mais elle pourrait appartenir à une reine condamnée à l'oubli suite à un procès qui, encore aujourd'hui, reste mystérieux. Le règne de Pépi Ier fut marqué par un événement qui n'est pas unique dans l'histoire de l'Égypte ancienne, mais qui reste suffisamment rare pour être souligné. Un complot visant le roi lui-même. Ce complot nous est connu par l'autobiographie d'un haut fonctionnaire du règne de Pépi Ier, le dénommé Houni. Il y eut un procès dans le harem concernant la reine, la grande favorite, en secret. Ainsi, c'est à travers le procès que l'on a connaissance du complot lui-même, et Houni explique avoir été le seul habilité à auditionner la reine, bien qu'il ne dise rien sur cette audition, confidentialité oblige. Malheureusement, le texte n'est pas plus précis quant à la teneur même du complot, ni même vis-à-vis des personnes concernées. On sait seulement qu'il impliqua au moins une reine et un vizir, et qu'il eut lieu à la toute fin du règne de Pépi, autour de l'an 42. Évidemment, le texte ne donne aucun nom, et on ne connaît pas le résultat du procès. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que la mère de Mérénré, le successeur de Pépi Ier, doit être innocentée, puisqu'on n'a pas connaissance d'une damnatio memoriae, et que son fils a même pu monter sur le trône.
Quand je dis qu'un tel complot n'est pas un cas isolé, c'est parce que d'autres conspirations sont connues dans l'histoire égyptienne, la plus célèbre étant celle ayant coûté la vie au pharaon Ramsès III, à la 20e dynastie, autour du XIIe siècle avant notre ère. Pépi, lui, a échappé au complot. La reine et le vizir incriminés, eux, semblent avoir subi la punition habituelle pour ce genre de trahison, l'effacement de toute trace de leur existence. Cela les condamnait ainsi à l'oubli et à la damnation éternelle. Comme je l'ai indiqué précédemment, Pépi Ier régna environ une cinquantaine d'années. Manéthon parle même de 53 ans, mais ça semble un chouïa excessif. Pépi initia durant son règne une vaste politique architecturale, en particulier dans les secteurs funéraires et religieux. La plupart des monuments commandés par le roi sont malheureusement en ruine ou ont disparu aujourd'hui, mais on connaît de nombreux fragments en provenance d'Éléphantine, Edfou, Coptos, Abydos, Héliopolis ou encore Tanis, pour ne citer que ces quelques localités. Mais Pépi ne fit pas qu'initier de nouvelles constructions, il lança également de grandes campagnes de rénovation, comme dans le temple d'Horus à Hierakonpolis, ou celui d'Hathor à Dendera par exemple. Au-delà de son activité de bâtisseur, Pépi Ier s'efforça de réorganiser l'administration du pays afin de stabiliser sa position sur le trône et celle de sa dynastie en général. En effet, avec la mort brutale de Téti et la relative crise dynastique liée au règne d'Ouserkaré, Pépi se voit contraint d'œuvrer à la légitimation de son propre règne, en installant de nombreuses chapelles dédiées à son culte et à celui de Téti, son prédécesseur le plus illustre. Pépi se réaffirme ainsi comme une personnalité divine. En parallèle de l'organisation de son propre culte, Pépi Ier intensifie l'implantation de gouverneurs de province et leur accorde de plus en plus d'importance dans l'administration du pays. J'ai déjà évoqué la politique matrimoniale du roi, destinée à assurer la loyauté des grandes familles vis-à-vis de la couronne. Mais en parallèle de cela, la charge de gouverneur étant héréditaire, les futurs administrateurs sont éduqués et formés au palais, à proximité du roi, afin de leur inculquer au plus tôt la fidélité. La province d'Abydos est bien sûr l'une des plus grandes gagnantes de ce règne. Deux des principales épouses de Pépi sont en effet originaires de la région, mais elle est également la patrie d'origine de Djaou, qui fut vizir sous Pépi II, à la toute fin de la 6e dynastie. Cette politique en faveur des provinces fait de Pépi Ier le continuateur des grands rois l'ayant précédé, notamment Djedkaré Izezi, de la 5e dynastie, et aussi Téti, qui avait déjà réorganisé certaines provinces en les dotant d'une administration propre, comme dans l'oasis de Darla. Mais Pépi Ier ne s'illustra pas seulement par son activité à l'intérieur des frontières de l'Égypte, et on connaît durant son règne de nombreux contacts avec des pays étrangers. Même si les sources ne sont pas très explicites, on sait que le règne de Pépi Ier fut marqué par les contacts avec l'étranger, qu'ils soient amicaux ou plus tendus. T'es tendu comme une crampe. Mais non, je suis pas tendue. Au sud de l'Égypte, en Nubie, Pépi mena diverses campagnes plus ou moins modestes afin de mater quelques rébellions de tribus hostiles. Cependant, les différentes régions de Nubie, comme Wawat, Yam ou encore Medja, sont surtout mentionnées pour l'inclusion de leurs mercenaires à l'armée égyptienne. On retrouve ici l'autobiographie d'Ouni, qui mentionne une campagne contre une population asiatique au nord-est de l'Égypte. Mais outre l'expédition elle-même, c'est la composition de l'armée égyptienne qui est intéressante. Sa Majesté repoussa les Ahamous qui sont sur le sable. Sa Majesté rassembla une armée nombreuse de dizaines de milliers d'hommes. Des Nubiens d'Irchet, de Medja, de Yam, de Wawat, de Kaaou, de la terre des Libyens. Sa Majesté m'envoya à la tête de cette armée. On apprend ici que l'armée d'Égypte était composée d'un certain nombre de mercenaires nubiens, guerriers réputés durant toute l'histoire égyptienne pour leur ardeur au combat et leur savoir-faire martial de manière générale. Les Ahamous, quant à eux, sont un ensemble de populations sédentaires de la région de Canaan, entre le nord du Sinaï et le territoire de Byblos. On les appelle vulgairement, en égyptologie, asiatiques. L'expédition asiatique de Pépi Ier fut couronnée de succès, comme l'indique Ouni. Cette armée est revenue en paix après avoir rasé le pays de ceux qui sont sur le sable. Cette armée est revenue après avoir ravagé le pays de ceux qui sont sur le sable. Cette armée est revenue après avoir renversé ses forteresses, après avoir coupé ses figuiers et ses vignobles, après avoir jeté au feu tous ses hommes, après avoir tué de nombreuses troupes par dizaines de milliers, après avoir ramené de très nombreuses troupes comme prisonniers. Évidemment, comme dans de nombreux textes égyptiens, il y a beaucoup d'emphases. Mais il semble bien que Pépi et son armée aient fini par vaincre les Ahamous, bien que cela ait demandé plusieurs campagnes supplémentaires afin de connaître son dénouement.
Les Nubiens ont donc grandement participé à la gloire militaire de Pépi Ier, mais les relations entre l'Égypte et la Nubie ne sont pas illustrées sous le seul prisme de la guerre. Les Égyptiens ont en effet continué à exploiter de façon intensive les mines d'or de la région, comme au Wadi El Alaki, et plusieurs expéditions semblent s'être enfoncées toujours plus au sud afin d'explorer des territoires mal connus à cette époque. C'est alors Éléphantine qui sert de carrefour entre l'Égypte et la Nubie, point de départ et d'arrivée des caravanes. C'est encore une fois Yanis Gourdon qui résume le mieux la situation entre Égypte et Nubie à cette époque. Durant la 6e dynastie, les relations que l'Égypte entretient avec les peuplades nubiennes sont donc ambivalentes. Malgré son statut de partenaire commercial, le Nubien n'en demeure pas moins l'ennemi héréditaire de l'Égypte, à tel point que les rares textes qui évoquent des Nubiens résidant en Égypte les décrivent comme des Nubiens pacifiés. L'Égypte regarde toujours le Nubien avec une certaine méfiance, qui va jusqu'à se traduire par de véritables rituels d'envoûtement visant à le neutraliser, à l'empêcher de nuire. Les contacts entre l'Égypte et ses voisins furent donc doubles, à la fois marqués par la guerre et les échanges. Car même si je n'ai mentionné jusqu'ici l'Asie qu'à travers les conflits avec l'Égypte, on connaît également des échanges commerciaux entre les deux territoires. C'est surtout le cas de Byblos, où des vases au nom de la plupart des rois de l'Ancien Empire nous sont parvenus. Les échanges de céramique étaient monnaie courante à l'époque, et Byblos était alors le centre majeur de ces échanges commerciaux. Les Égyptiens parcouraient également la région pour récupérer du bois de construction, de l'argent ou encore du lapis lazuli. Enfin, c'est du règne de Pépi Ier que date la plus ancienne trace d'Hathor, maîtresse de Byblos, version de la déesse qui mêle son identité égyptienne à celle de la déesse Baalat, divinité de Syrie-Palestine qui fut également associée à Isis aux périodes suivantes. Outre Byblos, la cité d'Ebla, en Syrie actuelle, a également livré des vestiges, bien qu'en quantité nettement moindre. De même, on sait que les Égyptiens établirent des contacts avec le pays de Punt, loin au sud, dès la 5e dynastie, mais on ne connaît aucun document nous renseignant sur ces contacts lors du règne de Pépi Ier. En somme, sous ce règne, comme sous beaucoup d'autres, l'Égypte a entretenu des rapports ambivalents avec ses voisins, tantôt belliqueux comme en Nubie ou au Sinaï, tantôt plus amicaux comme à Byblos par exemple. Notez cependant que la plupart des campagnes militaires, outre le fait de pacifier certaines tribus afin d'éviter toute menace extérieure, avaient également pour objectif de permettre l'exploitation des ressources, comme au Sinaï, avec les mines de cuivre permettant la réalisation d'ouvrages divers. Les statues grandeur nature en bronze de Pépi et de son fils Mérénré témoignent de cet intérêt pour les mines de cuivre, et les autres créations en l'honneur du roi illustrent quant à elles la volonté du pouvoir de sécuriser l'accès aux carrières comme à Atnoub ou au Wadi Hammamat. Et c'est grâce à ces matériaux que Pépi Ier put bâtir un vaste complexe funéraire pour lui et ses épouses. Le complexe funéraire de Pépi Ier se trouve à Saqqara, non loin du Caire, et comprend, entre autres structures, une pyramide à l'importance particulière dans l'histoire de l'Égypte. Je l'ai déjà indiqué dans plusieurs épisodes, mais cette pyramide était nommée Men-Nefer Pépi. Pépi est durable et parfait. Et c'est ce nom, Men-Nefer, qui, via sa transcription grecque, a donné Memphis, devenu le nom de la capitale égyptienne durant l'Antiquité. À l'origine, la ville de Memphis s'appelait Inebu-Hedj, littéralement les murs blancs, en référence aux remparts qui entouraient la cité. On trouve également parfois le nom Hutkapta, le domaine du Ka de Ptah, en référence à l'importance locale du clergé de Ptah, le patron des artisans. C'est à la 18e dynastie, dans l'autobiographie du célèbre officier Ahmès fils d'Abana, que l'on trouve la première mention du nom Men-Nefer comme appellation de la capitale égyptienne. Cette pratique est probablement plus ancienne, mais elle est explicitement attestée dès le début du Nouvel Empire, les Grecs ne faisant qu'adapter l'expression égyptienne en lui donnant la version que l'on utilise encore aujourd'hui, Memphis. La pyramide de Pépi Ier fut probablement pillée durant l'Antiquité, le sarcophage brisé et la momie détruite ou volée. Le monument lui-même est aujourd'hui très dégradé, mais ses parois sont encore couvertes de formules des textes des pyramides, dont la publication a été réalisée en plusieurs étapes ces 20 dernières années sous l'égide de l'Institut français d'archéologie orientale. Au-delà de la pyramide elle-même, c'est l'ensemble du complexe funéraire royal que Pépi Ier remodèle et perfectionne. Ses successeurs s'en inspirèrent largement, et ce jusqu'au Moyen Empire. Le complexe funéraire de Sésostris Ier, par exemple, est en partie bâti sur le même modèle. Ce développement impacte également les tombes privées, qui s'agrandissent et se parent de décorations encore plus impressionnantes qu'auparavant, et ce jusque dans les provinces comme à Der el Gebraoui.
Pour bien souligner à quel point le complexe funéraire de Pépi Ier occupe une place importante dans l'histoire égyptienne, on sait qu'il fut employé durant le Moyen Empire, sous Amenemhat II et Sésostris III en particulier, comme bibliothèque et comme dépôt de statues royales. De plus, Khaem Wasset, le fils de Ramsès II, connu comme l'un des premiers archéologues de l'histoire, l'intégra à sa vaste campagne de restauration de monuments anciens, témoignant du prestige qui lui était accordé, même plus de 1000 ans après la mort de Pépi. De manière générale, Pépi Ier fut longtemps considéré par les Égyptiens eux-mêmes comme le roi majeur de la 6e dynastie. On connaît ainsi de nombreux ex-voto à son nom, c'est-à-dire des petits objets déposés dans un lieu de culte, en mémoire ou en remerciement d'un grand personnage, et ce jusqu'à la fin du Nouvel Empire. Pépi est aussi associé au grand temple de Karnak, bien que sa construction ait été initiée après son règne. Et Pline l'Ancien, politicien et auteur romain du 1er siècle de notre ère, en fait le commanditaire de l'un des grands obélisques d'Héliopolis. On ne sait pas du tout si cet obélisque fut commandé par Pépi Ier ou non, mais le simple fait que sa mémoire soit parvenue jusqu'à Pline, près de 2500 ans après le règne, montre bien à quel point son prestige fut grand et sa mémoire honorée durant très longtemps. Pépi Ier ayant eu au moins 8 épouses, il n'est pas étonnant qu'on lui connaisse plusieurs enfants. 2 de ses fils, Hornechtcherichet et Téti-Ankh, ne semblent pas avoir occupé de fonctions majeures, et on ne les connaît qu'à travers leur sépulture. L'une de ses filles, en revanche, appelée Neit, comme la déesse, fut l'une des épouses de Pépi II, le dernier grand roi de la 6e dynastie. On possède même les restes de sa pyramide, qui, comme celle d'autres reines, portait sur ses murs diverses formules des textes des pyramides. Enfin, le fils de Pépi Ier le mieux connu est Mérénrê Ier, qui fut également son successeur. Fils de Pépi et de la reine Orsène Pépi Ier, il accède au trône plutôt jeune, en dépit du décès tardif de son père, et il est possible que ce dernier l'ait associé au trône durant quelques années à la toute fin de son règne. La question des régences et des corégences en Égypte ancienne est compliquée, je l'ai déjà dit dans plusieurs épisodes. Mais quelques rares mentions conjointes du père et du fils semblent montrer qu'après son jubilé, Pépi Ier aurait initié Mérénrê à la pratique du pouvoir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Mérénrê épousa sa tante Orsène Pépi II, avec laquelle il conçut son successeur, Pépi II. Mais encore une fois, pas de jugement, chacun son truc. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, un petit like, un petit partage, un petit abonnement si ce n'est pas déjà fait, ça soutient la chaîne et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous.